Bonjour à tous et ravi de vous retrouver encore une fois pour ce 5e épisode consacré à la vie et au ministère de Jean-Marc Taubois. Dans le dernier podcast, nous étions arrivés au moment de l'embarquement du jeune Jean-Marc Taubois à bord du bateau Hermès à destination de Haïfa. Ce premier voyage, qui va être le premier contact d'un pays encore inconnu, est véritablement la pierre angulaire du ministère particulier qui sera le sien par la suite. Or, c'est déjà à l'occasion de ce premier voyage qu'il va effectuer des rencontres qui seront absolument essentielles pour son ministère futur. Je parle ici évidemment, et en particulier, de celle du pasteur Kaufmann. Mais laissons la place au récit. Après plusieurs jours de croisière extrêmement agréables, c'est l'arrivée à Haïfa. Sur le quai, un monde fou. Ça bouge, ça court, ça crie, ça se bouscule. Un vrai souk. Les formalités terminées, il faut chercher un endroit où loger pour quelques jours. Direction, le Technion, la faculté. Une petite auberge de jeunesse? Non, elle est pleine. Qu'à cela ne tienne, un sympathique Israélien invite le jeune Français et un camarade de circonstance anglais dans sa chambre. Le lendemain, première journée, première visite de Haïfa. Contact avec l'agence juive pour assister au débarquement des immigrants venus du Maroc. Une première journée riche. Le soir, c'est le retour à l'auberge. Mais la porte est fermée. Les affaires des deux jeunes ont été déposées sur le pas de porte. Ils apprendront qu'ils ont été suspectés de préparer un cambriolage. Mais les jeunes ont de la ressource. Les matelas pneumatiques sont gonflés et ils dormiront sur la belle pelouse de la faculté, non loin des fourrés dans lesquels ils pourront plonger dès lors qu'apparaîtront les phares de voiture. Quelques jours plus tôt, était arrivé au port de Haïfa un bateau transportant un groupe de chrétiens venus visiter le pays d'Israël. Un voyage organisé par le pasteur Bérébi et auquel participaient les parents de Jean-Marc Taubois. Bien évidemment, il fut décidé de se retrouver justement à Haïfa, non loin du port, dans les jardins persans. Le jeune voyageur s'agrécha donc au groupe pour le reste du voyage. Et puis, le pasteur Bérébi montrant des signes de fatigue, il confia la conduite du groupe au jeune Jean-Marc, tout juste âgé de ses 19 ans. Le premier est un grand nombre de groupes qu'il conduira par la suite dans le pays d'Israël. Parmi les participants de ce voyage, le jeune Français va faire une rencontre qui le marquera pour longtemps. C'est Madeleine Guyaz, dit Mado, de Suisse, amie des Kaufmann depuis 1948. Madeleine Guyaz deviendra la correspondante du comité suisse de la revue, et ce jusqu'à sa mort. Et puis, le jeune Français devait faire une autre rencontre essentielle pour la suite de son ministère. Une rencontre qui, par la suite, devait transformer à jamais sa vision spirituelle et, par contre-coup, changer sa vie. À la fin du voyage, le dernier soir, le pasteur messianique Zeev Kaufmann avait fait le déplacement depuis Jérusalem dans la région de Haïfa pour rencontrer le groupe et récupérer Mado du même coup. Il avait apporté une prédication extraordinaire sur le texte d'Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés. Bonsoir, vous êtes Jean-Marc Taubois, c'est bien cela? Oui, monsieur. Enchanté de vous rencontrer. Votre prédication m'a énormément touché. Très bien.
j'ai appris votre projet. Écoutez, nous rentrons sur Jérusalem. Venez donc à la maison. Nous avons un vaste bâtiment avec beaucoup de chambres. Vous pourrez y rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Je pourrai certainement vous aider à réaliser votre enquête. Wow, c'est me faire beaucoup de faveurs. Si, j'insiste. Venez, vous n'aurez pas à le regretter. Et comment donc? Ce fut une véritable révolution qui devait le marquer pour le reste de son existence. Il découvrait alors combien le christianisme avait été occidentalisé, déformé par le cartésianisme. Dès lors, il eut l'ardent désir de revenir aux sources. M. Kaufmann organisait souvent des visites dans le pays. Jean-Marc l'accompagnait à chaque fois et c'est ainsi qu'il put réaliser son enquête en rencontrant des gens de tout le pays qui lui racontaient leur histoire. Il rencontra notamment un immigrant de Roumanie où se trouvait une importante communauté juive et où, contrairement aux autres pays sous domination soviétique, les Juifs avaient été autorisés à sortir du territoire. Ce témoignage était véritablement extraordinaire, tellement puissant et émouvant. Une idée vint à Jean-Marc. Plutôt que de produire un rapport sans âme avec chiffres, colonnes et statistiques, pourquoi ne pas utiliser l'histoire de Léon comme toile de fond, en romançant et en brodant un peu pour y faire contenir l'histoire de tous les nouveaux immigrants. L'impact du rapport en serait décuplé. De retour au début du mois de septembre 1962, Jean-Marc Taubois se mit aussitôt au travail. Il était revenu d'Israël dévoré désormais d'un feu nouveau. J'avais, disait-il, attrapé le virus de l'amour d'Israël de mon grand-père. Il se mit donc, et naturellement, à apprendre l'hébreu. Et puis, on commençait dès lors et régulièrement à lui demander des interventions sur la question d'Israël dans les églises et les groupes de chrétiens. Au mois de janvier, Jean-Marc rendit son rapport de voyage au comité des bourses Elijah. Au mois de mai, sans qu'il s'y attende, il reçut un courrier en retour. Vous avez obtenu le 3e prix sur les 300 rapports produits. Vous voudrez bien vous rendre à Paris pour recevoir votre prix au cours de la cérémonie qui sera organisée à cet effet. Mesdames et messieurs, le 3e prix est attribué à Jean-Marc Taubois pour son rapport sur l'immigration en Israël. Monsieur le Premier ministre Pompidou va lui-même remettre au lauréat son diplôme. Bravo Jean-Marc et félicitations pour votre travail tellement intéressant. Et surtout, bon courage pour la suite. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ce 3e prix lui offrait la possibilité d'effectuer un 2e voyage doté d'une bourse de 450 francs. Cette année 1963 était l'année de ce qu'on appelait le 2e bac que Jean-Marc obtint avec la mention assez bien. Fin juillet, le jeune voyageur repartait donc vers ce pays sur le Flaminia de la compagnie maritime israélienne Zim. C'était l'occasion de renforcer le lien avec les Kaufmann, de découvrir plus intimement ce pays désormais si cher au cœur du jeune Français, d'arpenter la ville sainte, Jérusalem,
avec le meilleur guide que l'on eût pu espérer. Un immense héros de la foi, grand connaisseur de l'histoire, des lieux et surtout grand spécialiste de la Bible et de la tradition des sages d'Israël. Le jeune élève si talentueux se verra d'ailleurs au cours de ce voyage confier à travers les ruelles de Jérusalem tous les groupes et visiteurs de passage à l'Assemblée messianique de Jérusalem. Et puis, à l'issue de ce voyage, après la fête de Sukkot, Jean-Marc débarquait au port de Marseille, dans la froidure mordante des macas d'automne. Désormais, l'avenir s'ouvrait tout grand devant lui. L'expérience de ces 2 voyages Elijah l'avait bouleversé. Il y avait eu un avant, à présent, il y avait un après. Mais que faire? Que choisir? Vers où s'orienter? Les 2 années suivantes, j'ai pu donc à nouveau voyager en Israël, passer tout l'été en Israël. Je passais tous mes étés en Israël. J'ai commencé à apprendre l'hébreu sur place, et puis ensuite aussi avec des méthodes que je ramenais, je les étudiais chez moi. Et c'est ainsi que, évidemment, pour moi, c'était tout naturel que ce cheminement qui était le mien m'amène à m'orienter vers le service de Dieu. S'inscrire à l'Institut théologique réformé, le pasteur Kaufmann l'en dissuada. Vous perdrez 4 ans de votre vie pour des choses futiles et inconsistantes. Zev avait un projet pour sa communauté. Ouvrir une clinique messianique en Israël. Il conseilla donc à Jean-Marc de s'inscrire en fac de médecine. Ce que le jeune homme fit. Pourtant, au terme de l'année, il fallait en convenir. Résultat à l'appui. Cette voie n'était pas celle de Dieu. L'été 1964, chez les Kaufmann, le jeune Français rencontrait un couple de pentecôtistes anglais qui lui proposa de venir faire sa formation pastorale à Kenley, dans l'école biblique de Donaldji. À son retour d'Israël, Jean-Marc s'inscrivit donc pour un cycle de formation. Hélas, Donaldji venait de prendre sa retraite de la direction. Tant pis. Cette fois-ci, il fallait y aller. C'est ainsi qu'en septembre 1964, Jean-Marc débarquait en Angleterre. Mais cette année de formation le déçut plus qu'elle ne le ravit. L'exubérance, le bruit et une certaine superficialité le déroutèrent. Durant l'été 65, à Jérusalem, Jean-Marc exposait sa situation à Zev Kaufmann. Moi, je vous conseille une autre chose, c'est de venir ici en Israël. Je vous prends comme stagiaire et vous aurez la possibilité de suivre des cours à la faculté hébraïque, à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous apprendrez bien plus que dans toutes les facultés de théologie occidentale. C'est entendu. Je rentre chez moi pour préparer mes affaires. Je serai de retour dès la rentrée universitaire, en octobre. En octobre de cette année 65 donc, Jean-Marc posait ses valises chez les Kaufmann pour 2 années de formation spirituelle en même temps qu'universitaire. Le jeune Français s'inscrivit en histoire d'Israël, ancienne et moderne, et en archéologie auprès de prestigieux professeurs comme Flusser pour le Nouveau Testament, Yadin et Mazar pour l'archéologie, mais aussi Aharoni, Stern, Mahalmot, Safraï. Au début, c'était quelque chose qui a été extrêmement difficile. Je parlais l'hébreu, pensais-je, couramment. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'impression que je comprenais tout ce qui se disait dans la prédication de l'Assemblée messianique que je fréquentais, je me suis dit, bon, ça va, je suis bon.
Mais quand j'ai commencé les premiers 3 mois à l'Université de Jérusalem, ça a été la galère. Suivre, disons, une conversation courante et un cours d'université, c'est pas tout à fait pareil. Et pendant les 3 premiers mois, je sortais des cours, je ne savais même pas quel avait été le sujet du cours. Moi, je sortais de là. Il m'a fallu 3 mois. Et au bout de 3 mois, c'était comme un déclic. Au bout de 3 mois, bien, j'ai commencé à comprendre tout ce qui se disait. Et c'est ainsi que j'ai donc pu suivre ces cours à l'université hébraïque jusqu'en 1967. Ces 2 années furent d'une richesse extrême. Du fait du cadre de la petite assemblée messianique de Jérusalem et de son pasteur Zeev Kaufman, cette assemblée était une véritable plaque tournante où se pressaient chaque semaine des visiteurs du monde entier. Le rôle de Jean-Marc était justement de les recevoir. Et puis, Zeev Kaufman n'avait pas menti. Il y avait à Jérusalem les plus grands spécialistes mondiaux de l'étude de la Bible. Jean-Marc étudiait auprès d'eux la Bible, l'histoire, l'archéologie juive, la géographie biblique, la syriologie, le Talmud, le Midrash. À l'issue de cette première année, si intense et si profonde, Jean-Marc retournait en France auprès de sa famille pour les vacances d'été. Il suivit son grand-père qui retournait dans le nord de la France pour sa visite annuelle auprès de sa famille. À l'église de la ville de Denain, la place du pasteur était justement vacante. Jean-Marc fut sollicité pour apporter plusieurs prédications. Au bout de quelques jours, et du fait de la qualité et du caractère totalement inattendu de sa prédication, on lui proposa le poste pastoral. À tout juste 22 ans, diriger l'une des plus grosses églises du nord de la France était une lourde responsabilité. Mais on lui apporta la garantie qu'il serait secondé par des anciens. Finalement, Jean-Marc Taubois accepta le poste, dont il prendrait la charge à l'issue de sa 2e année de formation à Jérusalem. Le jeune Français rentra donc en Israël pour la rentrée 1967, pour sa 2e année universitaire, qu'il suivait d'ailleurs en étudiant libre, n'ayant pas l'objectif de décrocher de diplôme. Et puis, durant le 3e trimestre, le 7 avril 1967, soudainement, un combat aérien éclata au-dessus du lac de Galilée. Six MiG syriens pénétrèrent dans l'espace aérien d'Israël et 2 Mirages de l'État hébreu leur donnèrent la chasse et les abattirent. C'était le début de la crise qui devait aboutir à la guerre des 6 jours. C'était une crise qui avait éclaté d'une manière totalement imprévue. Personne ne s'attendait à ce que cette crise n'éclate. Et là, eh bien, petit à petit, ça a été l'engrenage fatal qui a conduit à la fameuse guerre des 6 jours de juin 1967. La partie est de la ville de Jérusalem, la cité historique, était depuis 1948 entre les mains des Jordaniens. La rue Gershon Agron, où se trouvait l'Assemblée messianique et où logeait Jean-Marc Taubois,
était situé à quelques centaines de mètres du mur de béton et de barbelés qui séparait la partie israélienne d'avec celle des Jordaniens. Le 15 mai de cette année 1967, après un très court et très décevant défilé militaire pour le 19e anniversaire de la création de l'État juif, qui était passé sous les fenêtres du bâtiment de l'Assemblée, Jean-Marc ouvrait son poste de radio pour écouter la diffusion en direct du concours annuel de la chanson au Palais de la Nation à Jérusalem. Soudain, tout Israël découvrait une voix encore inconnue, d'une pureté remarquable, habitée par ce on ne sait quoi qui touche instantanément le cœur. C'était Shuli Natan, dans un chant de la compositrice Naomi Shemer. Yerushalayim shel za'av, shel nechoshet, veshel or, Jérusalem d'or, de cuivre et de lumière. Dès les premières mesures de ce chant, Jean-Marc eut le sentiment que le temps suspendait son cours et que le ciel et la terre, soudainement, se rencontraient dans un moment d'histoire sans équivalent. Les sources qui sont dans les grottes du désert sont à sec. Personne ne visite la montagne du temple. Dans les grottes, au sein des rochers, les vents hurlent et personne ne descend plus en direction de la mer Morte par la route de Jéricho. Cette chanson décrivait parfaitement la situation en cours. Et ce chant disait que la ville de Jérusalem se tenait solitaire, le cœur percé par une muraille, cet horrible mur de la honte qui séparait du mur historique. Et puis, sous les arpèges de la guitare comme des paillettes d'or, le chant continuait. Mais aujourd'hui est venu le temps de chanter pour toi et de tresser tes louanges. Je ne suis pas à la hauteur du moindre de tes enfants, ni du dernier des poètes, car ton nom brûle les lèvres, comme le baiser d'un séraphin, si je t'oublie, Jérusalem, toi qui es toute d'or. À ce moment, Jean-Marc ressentit la portée prophétique de l'événement. C'était comme si une sorte d'onction de l'esprit accompagnait ce chant, comme une parole descendue du ciel pour annoncer l'événement biblique et si profondément eschatologique qui allait advenir de cette crise. Shuli Natan remporta le concours haut la main. Quelques minutes plus tard, la diffusion s'interrompit pour annoncer: Nous venons d'apprendre que le colonel Nasser vient d'ordonner la mobilisation des troupes égyptiennes dans le Sinaï, aux frontières d'Israël. Et quelques jours plus tard, la situation dégénérait. Sur le front égyptien, mais aussi sur les lignes Est. La Jordanie mobilisait ses troupes et menaçait l'État hébreu.
Et je n'oublierai jamais ce jour du 23 mai 1967. Alors que nous étions à la fin des cours, et lorsque le cours a été terminé, il y avait des militaires qui ont appelé les noms de mes camarades. Des camions les attendaient pour les emmener au front. N'étant pas juif, n'étant pas israélien, j'étais un des rares à ne pas être mobilisé. C'était la mobilisation générale qui commençait. Je n'ai pas voulu être en reste. Il y avait un groupe de soldats, disons, volontaires de l'étranger, on appelait ça le Mahal, et je me suis inscrit comme volontaire de l'étranger pour toutes les tâches non militaires. Et en effet, quelques jours après, 5 juin 1967, la guerre des 6 jours a éclaté à Jérusalem. Et le 5 juin, à 8 heures, les sirènes retentissaient de leur son lugubre dans la cité israélienne. Jean-Marc, se précipitant à la fenêtre pour voir le bruit qui provenait de la rue, aperçut sous ses fenêtres un convoi de véhicules militaires fonçant vers la ligne de front. C'était Uzi Narkis, le commandant du front central, qui se précipitait vers le palais du gouverneur que la Légion arabe tentait de prendre. Une fois disparu, à l'angle de la rue, soudain, un feu nourri s'était déclaré. Cette fois, il fallait se réfugier dans la cave pour se protéger. Nous sommes assez dans le véhicule qui surplombe la vieille ville. Nous allons bientôt y entrer. La vieille ville de Jérusalem, dont toutes les générations rêvent et aspirent. Nous serons les premiers à y entrer. Les chars d'Eitan avancent par la gauche et entreront par la porte des Lions. Avancez, avancez vers la porte. Le point final sera sur l'esplanade en haut. Jusque-là, nous avons compris. Le mont du temple est entre nos mains. Sacré, le mont du temple est entre nos mains. Bravo à Eitan Geboni. Bravo. Cessez, toutes les unités, cessez. Je descends en ce moment, je descends les marches vers le Kotel. Je ne suis pas un homme religieux, je ne l'ai jamais été. Mais c'est le Kotel, et je touche les pierres du mur des lamentations. Béni sois-tu, Éternel, qui protège Sion et rebâtit Jérusalem. Et au bout de 3 jours, donc le 8 juin, eh bien, le 7 juin, pardon, nous sommes sortis des abris après que un soldat est frappé à la porte pour nous annoncer que le mur occidental était entre nos mains. Et ça a été un moment extraordinaire quand nous sommes sortis de ces abris où les gens couraient, s'embrassaient. J'ai rencontré un de mes professeurs d'assyriologie qui lui aussi se rendait à la poste pour donner des nouvelles par télégramme à sa famille qui était certainement à l'étranger. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, nous nous sommes embrassés, n'est-ce pas? C'était une atmosphère absolument extraordinaire. Et comme le disait un journaliste israélien, il ne manquait plus que le Messie. Nous avions le sentiment que nous vivions des temps absolument messianiques et c'était vraiment des temps absolument extraordinaires. C'était le mercredi, c'était le jour de la réunion de prière à l'Assemblée messianique.
Nous étions une poignée seulement, évidemment, surtout tous les jeunes gens étaient mobilisés encore. Et pendant cette réunion de prière qui se passait autour d'une table dans la cuisine du pasteur, dans sa salle à manger plus exactement, nous écoutions la radio, les bulletins d'information, et on nous informait que les villes bibliques, les noms des villes bibliques étaient cités, tombés les unes après les autres, Bethléem, Jéricho, Sichem, toutes ces villes tomber les unes les autres entre les mains de l'État d'Israël. Et nous avions vraiment l'impression de vivre ce grand moment que Jésus avait annoncé. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'était la fin du temps des nations et nous étions conscients que nous vivions des temps véritablement prophétiques. Il fallut encore attendre le jour de Shavuot, le 14 juin, pour que l'armée autorise le public à se rendre au Kotel, l'antique mur du Temple. Ce jour-là, Jean-Marc Tebois était parmi les 200 000 Israéliens venus de tout le pays pour cet événement extraordinaire. Jour de joie, jour de danse, jour de larmes, jour de pleurs aussi pour ceux qui étaient tombés. Naomi Shemer ajouta à ce moment un dernier couplet à son chant devenu prophétie. Nous sommes revenus vers les sources d'eau, vers la place et vers le marché. Nous visitons la montagne du temple et les grottes qui sont au sein des rochers brillent de mille soleils. Enfin, nous descendons et nous revenons de la mer morte par la route de Jéricho. Après la guerre, Jean-Marc est resté à Jérusalem pendant tout l'été. Et puis, comme convenu 1 an plus tôt, il rentrait en France, à l'âge de 23 ans, pour devenir le pasteur de l'église baptiste de Denain. C'était une personne différente qui rentrait en France. Un jeune homme marqué comme au fer rouge par l'enseignement du prophète de Jérusalem. Et, jusqu'à son dernier souffle, Jean-Marc Tebois fut pétri de cette vision si inorthodoxe, ce recentrage de la foi autour de la réalité de cet Israël renaissant, et dont il avait eu le privilège de vivre un moment qui comptait parmi les plus grands accomplissements prophétiques de l'histoire moderne de ce pays. Ainsi, Jean-Marc, tu rentres en France, rempli de feu, d'esprit, de foi, et ce feu, tu veux le communiquer au plus grand nombre autour de toi. C'est ton appel, que d'embraser les cœurs, de communiquer la vision venue de Jérusalem. C'est ce que tu penses. Seulement, souviens-toi, tu auras un ministère particulier, béni, mais un ministère de solitude, un ministère de souffrance. מחר אצא אל המדבר, כי הנה יום חדש זורח,
כאפיקים בנגב גם אנחנו שווים. יסיסו מדבר, חבצלת תפרח, אור חדש יזרח, ותגל תגל הערבה, תשובה תקווה. ותגל תגל הערבה, תשובה תקווה. מחר נחרוש תלם חדש, ובו יצמחו חלומות ילדים, מעפר ומפצעים יפרצו מים חיים. יסיסו מדבר, חבצלת תפרח, אור חדש יזרח, ותגל תגל הערבה, תשובה תקווה. ותגל תגל הערבה, תשובה תקווה. מחר לידינו הפצועות, ייפתחו שערי שמיים, דרך תסלל במדבר, ונהרות יזרמו. יסיסו מדבר, חבצלת תפרח, אור חדש יזרח, ותגל תגל הערבה, תשובה תקווה. ותגל תגל הערבה, תשובה תקווה. מחר אצא אל המדבר, כי הנה יום חדש זורח, כל צעדים כבר נשמע, הנה ישועתך באה.